Ça papote au Café des Cultures, enregistré au centre Louis Jouvet dans le quartier des Sapins à Rouen, avec la participation des habitants des Hauts-de-Rouen. Eh bien, donc, c'est Zach qui va prendre la parole en premier pour essayer de définir un petit peu ce qu'est le droit d'asile, notamment en France. Donc, comment est-ce que vous, là, par exemple, vous êtes dans cette caractéristique-là, Zach? J'ai choisi ce sujet parce que je suis un demandeur d'asile. Je viens d'arriver en France. Ça fait déjà 5 mois. Pendant ce temps, je n'ai pas droit à travailler ou de faire une formation parce que j'attends encore l'interview. Je n'ai pas encore de l'interview et c'est après l'interview qu'il y a la décision si mon asile est accepté ou pas. Et si mon asile n'est pas accepté, je n'ai pas droit à travailler ou je n'ai pas le droit de faire une formation. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà en France plus de 3 ans. Ils attendent encore l'interview. Et si cette interview n'est pas venue, ce soir, ils font du bénévolat et ils passent tout le temps, ils n'ont rien fait. Ils se traînent dans la rue ou ils restent dans la maison. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet. Et alors, justement, ce statut fait que vous n'avez pas du tout le droit de travailler, en fait, tant que vous n'avez pas les papiers, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc vous, Zach, ça fait combien de mois que vous êtes dans cette situation? Ça fait déjà 5 mois. Et donc, votre quotidien, alors, comment ça se déroule? Mon quotidien, c'est j'ai 2 bénévolats où je travaille. Et il y a le bénévolat de Solidarité Plateau. Je travaille là-bas le lundi et le vendredi de 9h30 à midi, souvent de 8h30 à midi. Et je travaille aussi au champ de bruyère comme jardinier le mardi et le jeudi de 9h30 à midi aussi. Et le mercredi, je suis libre, je n'ai rien à faire. Et du coup aussi, les jours que je travaille comme bénévolat, de midi à juste à la fin de la journée, je n'ai rien fait. Je suis dans la maison. C'est ça mon quotidien. Ouais, c'est un statut, qui, vous empêche, en fait, de faire beaucoup de choses, en fait? Ouais, parce que je viens j'ai demandé l'asile, mais je n'ai pas encore fait l'interview. Bon, je ne connais pas ma situation encore en France parce que je n'ai pas encore l'interview. Alors, est-ce que, quelqu'un voudrait poser, une question à Zach sur, ce sujet? Est-ce qu'il y en a d'autres, dans cette situation? Est-ce que vous êtes dans les mêmes problématiques, au niveau, de trouver du travail? Vous êtes obligé, du coup, de faire, du bénévolat? Et si votre quotidien est malheureusement rythmé par, cette situation bloquée, en fait? Bien sûr que oui, donc c'est la situation qui nous dérange tous, parce que c'est difficile, de faire tant de mois, tant d'années, si tu as pas encore passé, à l'OFPRA, donc tu as pas le droit de travail, ton demandeur d'asile, donc tu n'as rien à faire là. C'est différent parce que moi, je suis passé par la Grèce. Apparemment en Grèce, même étant demandeur d'asile, tu as le droit de travail. D'accord. L'OFPRA, c'est l'Office français, de protection des réfugiés, et des apatrides, voilà. Bénichou, donc vous êtes, dans cette situation depuis combien de temps? C'est là depuis le mois de mars. D'accord. Alors vous nous avez évoqué que, notamment la Grèce, vous dites que, il n'y a pas, ce même statut en fait quoi? Ou bien les mêmes droits, lors de ce statut? Non, en fait, la différence, c'est par rapport en Grèce, étant demandeur d'asile, dès que vous obtenez la carte de demandeur d'asile, tu as le droit de chercher de travail et puis d'être embauché, de signer un contrat, de travailler calmement par rapport à la France. D'accord et donc, alors attendez, éclairez-moi, la Grèce, ça fait partie de l'Europe? Bien sûr que oui. Voilà, non et donc, du coup, ça veut dire que dans tous les pays, européens, ça a pas les mêmes lois en fait, par rapport, à ce statut? Ouais, c'est ça le cas, mais ça fatigue. Mais je comprends bien, Ah oui. je comprends bien. Est-ce que d'autres, voudraient s'exprimer sur, le sujet? Alors vous pouvez nous rappeler votre prénom? C'est Djibril. Djibril. Bah, moi, ce que je veux dire, c'est juste, des petites remarques. C'est comme le genre des solutions que je veux proposer. C'est juste des avis personnels à moi. Donc, moi, je propose que si les demandeurs d'asile ont des opportunités de travailler, ça leur aide eux-mêmes et ça peut même aider au pays. Donc, au lieu que la personne reste pendant un bon moment, à une durée où, comment on appelle, qui n'est pas encore déterminée parce qu'ils ont beaucoup de gens, comment on appelle, beaucoup de dossiers à traiter avant de les appeler et tout. Si la personne travaille, à condition qu'il ne peut pas avoir un contrat à durée indéterminée. Donc, s'il peut travailler, par exemple, avoir un CDD ou bien chaque 3 mois, être renouvelé, donc il contribue à l'impôt et il contribue aussi pour le pays. Et il y a des gens, c'est vrai, il y a des demandeurs d'asile, et donc il y a des gens qui ne sont pas vulnérables. C'est juste qu'il y a des situations qui les ont poussés à fuir leur pays. Et avec les aides, c'est vrai qu'il y a des aides et tout, de l'OFI et tout,
Mais à certains gens, ils peuvent pas, donc ils ont un mode de vie qui était déjà différent. Par exemple, de manger un peu plus et tout. Mais avec ce qu'ils donnent dans les cartes et tout, l'argent est un peu insuffisant et tout. Donc, si on leur donne l'opportunité de travailler, cette personne peut donc acheter des choses qu'il veut. Donc, voilà. Donc, il peut vivre la vie qu'il veut, quoi. C'est pas pour tout le temps, mais c'est juste temporaire, quelque chose de temporaire, en attendant qu'on étudie sa situation, en attendant qu'il parte faire son entretien à l'OFRA, et si c'est bon pour lui, il va essayer de changer son statut. C'est gagnant-gagnant. Donc, pour le moment, lui aussi, il va travailler et s'il contribue aussi, comme on appelle, à l'impôt de l'État, donc il va payer sa maison, s'il achète des trucs, voilà, des denrées alimentaires et tout, ça contribue aussi pour le pays et pour lui aussi. Au lieu de le rester, donc, il reste sur place, il n'a rien à faire et tout. Donc, ça peut même aider cette personne à devenir une personne feignante, quoi, en fait. Mais si, voilà, cette personne commence à travailler depuis s'il est venu, donc après son enregistrement donc, à l'office, donc si on lui donne l'opportunité de travailler et tout, voilà, c'est juste, on peut leur donner juste pour quelques mois. On peut dire 3, 4, 5, 6 mois, juste ça, pas au-delà. Et voilà, il peut chercher du travail, il va commencer à travailler et tout. Après, il sera obligé d'aller peut-être à la préfecture ou bien peut-être à l'OFI pour avoir un autre dossier pour renouveler, comment on appelle, son autorisation de travail. Et dans le cas où, s'il n'a pas eu sa protection, s'il a eu une OQTF pour quitter le territoire, il ne peut plus travailler. Donc, s'il est parti pour renouveler, ils ne vont plus le donner. Donc, pendant ce temps, je trouve que ça serait un peu facile pour l'État de gérer ces gens parce que, voilà, au lieu que les gens vont travailler dans le noir, ils ne vont pas payer l'impôt, il y a des autres qui travaillent, et voilà, et on leur soutire des choses pour que d'autres en bénéficient. Et voilà, donc, c'est mon point de vue. Donc, ça serait mieux qu'on les laisse travailler, ils sont contrôlés, ils contribuent aussi. Et puis, voilà, donc, pour un début, ça sera du temps, c'est juste pour quelques durées, quoi. 6 ou 3 mois. Donc, il est obligé là où il travaille aussi, donc son employeur aussi doit les demander à partir par trimestre, on peut dire. Pour le renouveler, il faut encore une autre autorisation. Donc, voilà, en attendant, l'office va analyser s'il est déjà parti faire son entretien ou pas, s'il est parti au second tour ou pas. Et puis, donc, voilà, après ça, ils vont juger. Et puis, donc, s'il a changé de statut, il ne va plus avoir besoin de tout le temps le faire. Merci. Merci Djibril pour cette proposition très concrète. Je crois que Naïm, tu avais une réaction par rapport aux propos de Djibril. Bah, bonjour à tous. Moi, j'avais une réaction de me dire, je rejoins les propos parce qu'en fait, quand Djibril a donné son explication, ça me fait penser aussi au travail dit au noir, c'est-à-dire le travail dissimulé, où en fait, justement, il y a beaucoup de patrons. Je vais parler d'un métier que je connais, enfin d'un métier, d'un corps de métier qui est le monde de la restauration, où en fait, on embauche beaucoup de personnes dites sans papier et que du coup, en fait, bah, des fois, ils sont payés justement non déclarés. Donc, du coup, en fait, leur situation, alors ils s'investissent pour le pays, ils travaillent pour le pays, ils donnent leur temps pour le pays, mais en fait, elle n'est pas reconnue. Donc, du coup, ça prend du retard aussi sur le dossier parce qu'en fait, les administrations comme l'OFPRA ou la préfecture pensent qu'en fait, vous ne faites rien. Alors, en réalité, vous travaillez. Et souvent, certains employeurs qui ne sont pas de bonne foi, ils utilisent des gens. Donc, ils savent que cette personne n'a pas l'autorisation de travailler et tout. Ils peuvent le faire embaucher, après, ils ne le payent pas et tout. Et eux-mêmes, ils ne vont pas déclarer. Donc, ils peuvent avoir plusieurs employés et ils ne déclarent pas aux impôts ou bien voilà, au gouvernement que voilà, ils ont tel employé, si c'est là. Donc, voilà, je trouve que c'est pas cool, quoi. Donc, vaut mieux de leur donner une opportunité, autorisation de travailler pour contrôler ces personnes qui contribuent aussi dans comment on appelle, à l'impôt. Et voilà, gagnant-gagnant. En attendant de voir leur statut, s'ils ont eu la protection leur a été accordée ou pas. Dans le cas où c'est négatif, la personne, voilà, ils vont savoir ce qu'ils vont faire de lui. Mais dans le cas où, donc, voilà, ça peut durer et puis donc ça n'a pas de sens, quoi, en fait. Merci Djibril. Merci beaucoup. Justement, vous parliez de travail dissimulé. Alors, est-ce que, sans vouloir du tout donner ni des noms, ni des lieux de travaux, est-ce que, bah, malheureusement, vu que vous n'avez pas accès aux travaux légaux, est-ce que, malheureusement, pour certains d'entre vous, vous avez uniquement accès à ces travaux dissimulés? Et est-ce que ça vous est arrivé? Et puis, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que, comme le citait Djibril, est-ce que, bah, des fois vous êtes tombé sur des patrons, peut-être,
voilà, certes moins regardants, mais qui ont un petit peu abusé de vous. Non, c'est juste des on-dit, donc on écoute seulement. Parfois, il y a des témoignages sur internet et tout. Et personnellement, moi, j'ai pas travaillé et les gens que je connais ici aussi n'ont pas travaillé. Bon, peut-être qu'il y a des gens, mais on sait jamais, hein. Les trucs qu'on voit sur les réseaux sociaux, voilà, il y a des cas qui sont là, donc on peut pas dire que ça n'existait pas, mais bon, c'est comme ça. Mon nom, Diawara Tenen. D'origine Guinée-Conakry, j'ai traversé plusieurs pays avant de venir ici. Bien sûr, je suis malade, mais à tous les pays que j'ai traversés, ce que j'ai ici, je n'ai pas eu aucun pays. J'ai fait guerre en Italie, en Suisse, arrivé ici. Un peu, je n'ai pas devenu folle. Ce n'est pas dit que je n'ai pas de métier, quoi. Je ne peux rien faire, mais j'ai fait, hein. Le maladie aussi, ça m'a s'est débarrassé des ans, quoi. Un peu, je suis vraiment désolée, j'ai un peu énervée parce que c'est la première fois ça. Ici, là, moi aussi, ça m'est arrivé parce que j'ai fait des coiffures africaines. J'ai fait plusieurs travaux. J'ai appris tout seul, tout mon parcours. J'ai appris tout seul plusieurs métiers. Je vais faire des chaussures à la main. Je vais coudre les habits à la main, comme les gens ils coudre leur machine. Je prends des choses comme ça dans ma tête. Je fais des tresses africains. Même ma tête, c'est moi qui fais. Personne ne touche ma tête. Je sais toujours, ma grand-mère dit, tu es princesse. Sois comme princesse. Toujours je suis. Même si je suis handicapée aujourd'hui, je suis malade. C'est à cause de ça que je vous ai demandé tout à l'heure pour dire que trop de gratuits, est-ce que ça ne vous gêne pas? Parce que ce que moi j'ai eu là ici, je n'ai pas eu aucun plus. J'ai souffert avant d'arriver ici. Mais ici, j'ai perdu ma famille, ça fait 10 ans. Mais j'ai eu la famille ici. Je ne sais pas, c'est pas tout le monde qui a la chance, c'est ça. Mais moi aussi, avant, si tu me demandes, je dirais je n'ai pas de chance de voir des familles. Bien sûr, aujourd'hui, je suis une maison. J'ai une maison, je vais faire comme je peux. Tu sais, il y a une dame qui m'a vu coudre mon propre robe à la main parce que comme le compagnon, il me donne des habits, l'Africain des habits, je coudre pour moi-même. Je ne prends même pas des centimètres parce que je connais mon corps. Je crée des habits pour moi-même toute seule. Donc, un jour, il m'a vu, je suis en train de coudre à la main. Le fil même, ce n'est pas la même couleur avec les habits. Mais je le coudre. Tu sais, au lendemain, il m'apporte quoi? Une machine neuve, couturière. Ça m'a fait pleurer. Je pense que, je ne sais pas, parce que c'est trop, ça coûte cher. Et il m'a donné. Il dit, c'est sa grand-mère qui l'a donné. Sa grand-mère est décédée. Donc, c'est à moi, maintenant. Arrête de coudre à la main. C'est la main là. J'ai fait plein de choses avec ça, toute ma vie. Oui, toi, tu es né, tu voulais revenir sur l'accueil au niveau des services publics et notamment de santé, Oui, par rapport aux autres pays que tu as traversés oui, et par rapport à ton pays d'origine qui est la Guinée-Conakry. oui. Guinée-Conakry, la Tunisie, à Italie. Est-ce que tu peux expliquer peut-être pour les auditeurs comment ça se passe l'hôpital en Guinée? À l'hôpital, si tu n'as pas d'argent, Tu n'es pas soigné. ne t'approche même pas. Parce que tu n'as pas d'argent. Tu ne vois même pas de lit. Toi, tu étais de Conakry même Oui, et du coup, mais région du Créouani. d'accord. Ouais, je ne connais pas le capital. Ah, tu connais pas la capitale. Oui, Voilà. Et du coup, peu d'accès aux soins, ça coûte très très cher. ouais, Et du coup, tu pouvais pas être prise en charge non. là-bas dans ton pays. Je me suis débrouillée toute seule. Mais tu sais, par rapport des simulations de travail, oui, ça m'est arrivé un jour. Quelqu'un m'a demandé. De- Parce que je travaille, j'ai fait des bénévolats ULMAP. J'ai créé des habits là-bas. Parce qu'on fait des réunions pour créer des choses. Donc, j'ai fait ça parce que je crée des bracelets, j'ai fait des chaînes, j'ai fait du... Ça fait n'importe quoi qui vient dans ma tête, je le fais. C'est comme ça que je suis. Je ne vais pas décrire quoi. Parce que même pour la menuiserie, ou même le mécanique, parce que je conduis moto, hein. J'ai commencé voiture, mais c'était ma vol. Donc, le jour-là, il m'a vu, il m'a regardé me sauver, il dit, mais tu es très jolie. Qui t'a tracé? J'ai dit, mais c'est moi. Ma grand-mère dit, ne laisse pas tout le monde toucher tes cheveux. Donc, elle m'a demandé, tu sais faire des tresses africaines? J'ai dit, oui, je fais bien. Tous les tresses, ça, c'est toi qui fais? J'ai dit, oui, c'est moi. Elle dit, est-ce que tu veux prendre mon numéro pour que je te donne client, tu fais? Je dis non. Elle dit, mais pourquoi tu refuses de dire non? Je veux l'argent, mais je veux la famille plus que l'argent. C'est la famille qui me compte, pas l'argent. Tu sais, par rapport de l'argent, si tu as envie de l'argent, tu veux oublier tout.
C'est ça qui était mon premier départ. J'ai dit que je vais montrer que je vais chercher l'argent n'importe quel moyen pour montrer. J'ai fait tout le travail. Je n'ai pas volé, ni prostitution. Mais quand même, je me suis débrouillée comme je peux. Mais personne ne m'a cru dans la famille. Donc, j'ai commencé à tomber malade, j'ai avancé. Il a tout fait, je prends son numéro, je dis non. Il dit, mais pourquoi tu refuses? Donc, tu veux gagner un peu, moi aussi je gagne. Je dis non. Je ne veux même pas le mot là. Parce que ceux qui m'entouraient, ça me sauve. Parce que j'ai mangé, j'ai dormi. Le jour que j'ai mon papier, ben oui, je suis handicapable, je fais tout. Peut-être que je serai un client pour travailler pour moi-même. Même si c'est dans la maison, je ne peux pas sortir pour aller faire, mais je peux le faire. Bien sûr, il était un peu fâché, mais ça ira. Je coudre un petit habit, je l'ai donné. Je dis, c'est ton cadeau, une petite sorte. Il dit, waouh, c'est joli, merci. Donc il a souri. Et c'est que je n'ai pas envie de le faire ça. Donc, j'ai fait même le tricoter. Ah, presque je fais n'importe quoi. C'est ça, on travaille. Et du coup, pour, revenir, juste sur le travail un peu dissimulé, tout ça, il y a aussi tous les livreurs à vélo. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire dessus? Sur les gens Oui, qui font les livraisons en Uber Eats oui, il notamment? y a des gens qui veulent faire le choix, hein, parce que si on calcule comme le monsieur il a dit, des fois, c'est difficile. Je n'ai pas c'est ça que j'étais en train de lui dire. Pour moi, c'est bien. Je veux dire c'est bien. Mais pour les autres, c'est Dieu seul qui sait, parce que tout le monde traverse quelque chose de dur. Peut-être il a besoin de quelque chose qu'il ne peut pas avoir par rapport de l'argent des aides. Peut-être son travail, s'il est libre pour faire son travail, c'est mieux de casser derrière des gens. Parce que pour travailler dans le noir, c'est de casser derrière des gens. Personne ne te voit. C'est un nombre dans la vie. Donc moi, je n'ai pas envie de devenir nombre. C'est à cause de ça, tout le tissu que le docteur, le Zay me donnera. Le jour que je me suis tracée à l'hôpital, tu sais quoi? Le docteur, il courait pour me voir, pour me regarder. Il dit, qui t'a tracé? On t'a porté le pain. Tu as vu ses amis ici? L'autre dit, non, je n'ai pas vu. Donc, il a raison. On ne peut pas devenir nombre. C'est difficile. C'est dur. Parce que l'argent là, ça ne te fait rien du tout. Parce que ça te donne le gouvernement comme tu es ici comme immigrant. Moi, quand même, si c'est moi, non. Tu me donnes mon résultat, je sais que je n'ai pas de papier. Je travaille pour ça. Mais pour devenir le nombre de travail là, non. Je préfère travailler, ce que je dois payer, je paye. Je marche tête haute. Pour moi, quand même. Merci Téné. Vraiment. Je remercie aussi. Merci. Et je vais ajouter par rapport à ce que j'ai bu la parler pour le travail dans le noir. J'ai été victime 2 fois. J'avais travaillé avec un gars algérien quand je venais d'arriver parce que je n'avais pas encore la maison. Il fallait que je travaille pour m'occuper de moi, pour faire les achats et chercher là où dormir, tout ça. Je vivais le moment là dans le Havre. Et j'ai travaillé avec un Algérien, il me payait 20 € par jour après 8 heures de travail. Et après lui, j'ai travaillé avec, dans un restaurant africain, toujours au Havre. Lui, il ne me payait pratiquement rien parce que j'ai travaillé là-bas, j'ai mangé là-bas. S'il m'a payé, c'est peut-être si j'avais un rendez-vous à France Terre d'Asile à Rouen, et il va me donner peut-être le transport. Et que j'ai dit par rapport à le sujet, c'est que j'ajoute le droit de travail à des demandeurs d'asile qui n'ont pas été passés à l'entretien. C'est très important parce que travailler seulement, ça enlève du stress. Ouais, et ça diminue aussi la délinquance. Parce qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui sont dans la criminalité. Ce n'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils n'ont rien fait. Merci. Et justement, tout à l'heure, tu évoquais que donc toi, tu travaillais, donc bénévolement. C'est quand même du travail, voilà, mais il y a pas d'argent. Travail bénévole où du coup, ça te donnait un peu une rythmique, chaque semaine, une façon aussi de t'intégrer, de faire des liens et du coup, tu avais souligné, je crois, un peu au début que c'était un peu difficile aussi mentalement, la situation. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer sur, un peu les conséquences au niveau, psychologique de l'attente? Pour qu'on puisse, comprendre. Est-ce que vous avez envie de parler de ça? Ouais, psychologiquement, c'est difficile pendant l'attente, surtout quand on n'a rien à faire.
Surtout quand on est là, on attend seulement à la maison. On fait le bénévole, oui, c'est bien vrai, mais le bénévole, c'est peut-être souvent 2, 3 heures du temps. Et après ça, on n'a plus rien fait. On est juste là, on attend. Psychologiquement, c'est difficile parce que tu ne connais pas ce qui t'attend devant, si ça serait positif ou pas. Et souvent, on pense les temps perdus. Moi, je suis déjà dans mes trentaines. Moi aussi, je pense souvent au mariage, fonder une famille. Quand est-ce que je vais faire ça? Quand je n'ai pas un boulot ou je n'ai pas une statue. Merci Zach. On va peut-être aussi essayer d'avoir d'autres témoignages hein, pour celles et ceux qui souhaitent justement s'exprimer sur le sujet. Est-ce qu'il y en a certains ou certaines qui veulent s'exprimer sur ce sujet? Oui, demander. Alors, je ne sais pas si Jeanne est peut-être ou pas la bonne personne ou pas, mais à France Terre d'Asile, hein, c'est bien là où est-ce que vous travaillez. Justement, par rapport aux propositions que Djibril a fait, j'imagine qu'il y a il y a non pas des réunions, quoi, mais il y a des forces qui se mettent en présence pour entrer aussi en communication avec soit l'État par le biais de la préfecture ou autre, pour justement appuyer peut-être ces demandes-là ou pas. Est-ce que c'est une bonne question que je vous pose? Est-ce que vous avez la possibilité de répondre à cette question? Est-ce qu'il y a des échanges entre justement toutes ces personnes et l'État? Ou est-ce que c'est une question que l'État refuse et se réfugie derrière la loi? C'est pour voir s'il y aura une progression réalisable en fait, quoi. C'est une question un peu délicate. En tout cas, de moi, mes connaissances bien perfectibles, je pense que la question n'est pas, mise sur la table, actuellement. En tout cas, pas vraiment de mes propres connaissances, je ne pense pas. Après, c'est intéressant, pour travailler, dans un centre d'accueil. Je suis assez contente d'entendre les personnes, qu'on accompagne, vraiment se livrer aussi sur leur rapport un peu à l'attente et à la difficulté d'avancer aussi dans la vie, parce que le travail, c'est quand même un socle pour tout le monde, hein. Et puis aussi ce qu'ils ne disent pas toujours, c'est qu'ils ont plein de compétences et plein de métiers derrière eux et que les mettre en avant, c'est difficile. Alors juste travailler, c'est difficile, mais alors faire valoir ces compétences-là, ça l'est d'autant plus. Et voilà, et je pense qu'ils peuvent aussi s'exprimer et dire qu'ils faisaient dans leur pays parce qu'il y a tout un panel de métiers, ici représentés et voilà, et c'est une vraie richesse et c'est une vraie richesse. Mais Djibril, par exemple, vous avez suivi des études. Quels emplois vous visiez? Bah, pour le moment, j'ai déjà fini avec la demande d'asile. J'ai, comme on appelle, obtenu le statut de réfugié. Et concernant l'attente, bon, je sais pas pour les autres associations, mais la nôtre France Terre d'Asile, ils ont quand même trouvé une solution parce que nous avons un planning là-bas. Il y a aussi Jeanne, donc un planning de chaque mois. Donc tous les mois, donc toutes les semaines ou bien tous les jours de la semaine, il y a quelque chose à faire. Par exemple, Jeanne, elle nous accompagne. Et donc, il y a beaucoup d'activités à faire. Il y a du sport, il y a des loisirs, relaxation, il y a beaucoup de choses. Donc, vraiment, à France Terre d'Asile, on a beaucoup de choses à faire. Et nous avons aussi une petite association là-bas. Il y a des pères aidants dont je fais aussi membre, aussi mon ami Mustapha. Donc, pour aider les nouveaux arrivants à France Terre d'Asile, mais toujours accompagnés par les personnels de France Terre d'Asile, donc pour aider les gens, les nouveaux arrivants à s'intégrer dans la ville de Rouen, comment prendre les transports, ceci, cela, pour voilà. Donc, je pense que par rapport aux autres associations, la nôtre, voilà, il y a beaucoup des activités donc, tous les mois. Et quand vous venez, donc il y a de l'affiche, il y a aussi le planning qui est à l'accueil. Et l'affiche, donc la personne peut noter son nom selon les activités, selon ses disponibilités pour venir. Et puis voilà, donc Jeanne aussi, j'ai eu une opportunité de la remercier. Donc elle nous envoie aussi des messages et tout. Donc voilà, on essaie de s'entraider. Et moi, personnellement, selon mon projet professionnel, pour le moment, je cherche à faire des formations. Donc, c'est aussi, je viens d'avoir la protection il n'y a pas longtemps, donc il y a aussi des démarches à faire, il y a des étapes. Mais pour le moment, je veux d'abord faire de la formation et puis donc, avant d'entrer dans le monde actif. Ouais, j'ai fait des études, j'ai eu le bac et là-bas, bon, j'ai fait un peu tout, hein. J'ai travaillé dans le lavage, j'ai fait un mototaxi, j'ai fait un peu de mécanique, donc j'essaie de m'en sortir, quoi, en fait. Ouais, parce que avant, dans mon pays d'origine, j'étais mineur, j'étais petit et voilà, j'étais bien, j'avais pas eu le besoin de travailler. Je partais juste à l'école et tout. Comme il y avait eu la guerre, nous avons été obligés d'être réfugiés dans un autre pays. Là-bas, donc, c'était un peu difficile. Donc, voilà, avec l'âge et tout. Donc, j'étais obligé un peu de toucher à tout. C'est là où j'ai appris un peu beaucoup de choses et tout.
Donc pour le moment, je cherche à faire d'abord, comment on appelle, cherche des formations. Après trouver l'alternance et voilà pour voilà, avoir un métier parce que ça va être comme une garantie pour moi de travailler et puis voilà, comme ça. Merci Djibril. Merci. Tiens, est-ce que Mustapha, justement, voudrait partager un petit peu le micro, nous raconter un petit peu son expérience? Bonjour, moi c'est Moustapha du Sénégal. Excusez-moi, je suis un peu timide. Et bon, je vais revenir juste chez mon ami Benisso concernant la Grèce, la loi de la Grèce. Pour moi, ça peut être assez loi. Tu peux être à Grèce à 2 mois, étant demandeur d'asile, travailler, que Espagne, que d'autres pays. Mais je vous dis quelque chose. Un demandeur doit seulement avoir la patience. La patience, c'est juste ça. Moi, je suis à 10 mois d'attente depuis octobre passé, octobre 2024. Donc là, je suis 1 an d'ici, je ne travaille pas. Alors que dans mon pays, j'avais mon propre affaire. Je travaille depuis mon enfance. Donc depuis là, depuis que je suis là, je ne travaille pas. Donc je me dis que faut juste avoir la patience. Je n'ai pas cherché aussi à travailler dans le noir parce que c'est interdit. Je connais bien aussi la loi française. C'est juste ça, mon contribution, d'avoir juste la patience. Et c'est ça, quoi. Moi, je suis graphiste informaticien. Et faire de la communication digitale aussi. C'est dire que c'est pas un métier d'avenir, en fait. On voit bien que être graphiste, c'est un métier d'avenir et que c'est des compétences que tu pourrais mettre en avant parce que ici en France, on en cherche beaucoup. Oui, la communication digitale aussi, quelque chose aussi qui porte. Oui, en fait, c'est ma passion. C'est ma passion aussi. J'aime le graphisme depuis l'enfance. Et je compte faire ça après ma procédure. Eh ben, on croise les doigts justement pour toi, hein, Mustapha, pour que les étapes, une à une, soient franchies Ouais. et que le travail arrive enfin Ouais, c'est juste. un jour. Il faut juste avoir la patience et faire beaucoup de bénévolat. C'est important. Merci Mustapha hein, d'avoir partagé ton parcours, ton expérience. On va passer le petit micro à Ali, hein, parce que justement, il est venu là pour discuter, entre autres, et puis pour partager aussi son expérience, sa vision des choses. Toi, alors, quel projet professionnel, ça serait quoi? J'espère mon niveau français, je peux partager un petit peu. Bien sûr. J'étais un guide touristique au Vietnam. Je parle anglais, mais ça m'intéressait ce sujet parce que au début, c'est très difficile pour moi parce que je ne parle pas français. Et après, je parle un petit peu français. J'ai rendez-vous vers France Travail. Je cherche travail, mais c'est difficile avec mon niveau langue. J'ai envoyé mon CV à beaucoup de candidatures, mais toujours il n'y a pas encore répondre. Peut-être il y a autre chose que je manque pour trouver travail plus facile. Parce que chez moi, c'est plus facile pour trouver travail. Sur Internet, tu peux postuler, c'est plus facile. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'en France, hein, les choses sont assez voilà, carrées et c'est peut-être moins libre hein, ou moins souple, en tout cas que soit dans vos pays respectifs ou bien dans d'autres pays. Oui. Tu as postulé sur quel métier ici? J'ai postulé partout. Au début, j'ai accepté travailler pour n'importe quoi, au supermarché ou à l'hôtel. J'ai d'expérience travaillé dans un hôtel 5 ans, mais ici, c'est difficile. Ouais. Et alors, sinon, est-ce que tu entrevois peut-être une formation si jamais l'espoir de guide était compliqué à avoir? Est-ce que J'ai un diplôme. J'ai rendez-vous avec France Travail. Elle m'a dit mon diplôme, peut-être il est possible de reconnaître. Après, je peux, comment ça s'appelle, internat. Je travaille oui, en tenance. Mais j'appelle, mais il n'est pas à répondre. J'appelle Nirik, il a association pour reconnaître mon diplôme. bah, c'est peut-être l'occasion de faire parler Marie-Jo aussi justement qui accompagne justement Lee eh bien, dans son parcours. Vous pouvez peut-être un petit peu nous narrer justement comment est-ce que vous accompagnez Lee dans son parcours? Moi, j'accompagne Lee et d'autres personnes, en fait. C'est un groupe de personnes étrangères qui arrivent en France et qui ont besoin d'apprendre le français. Il y a différents niveaux. Certaines personnes sont très à l'aise à l'écrit, mais par contre ont plus de difficultés pour parler. Aussi, il y a le problème des accents, bien sûr, de certains sons qui sont difficiles à prononcer. Et puis pour d'autres personnes qui arrivent dans un autre groupe, des personnes qui arrivent, qui vraiment ne parlent pas le français. Donc moi, je fais du bénévolat, hein, c'est pas voilà, dans le cadre des Restaurants du Cœur. Lui cherchait vraiment un groupe où il pourrait parler parce que lui, sa difficulté, c'est l'oral, en fait. Parce qu'au niveau du français écrit, il est très bon.
il n'a pas de difficulté particulière. Mais voilà, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de rencontrer des gens, d'améliorer son français à l'oral. Mais moi, je voulais dire aussi, parce que je vous ai écouté parler et je trouve quand même ça remarquable, le bénévolat que vous faites. Alors même si c'est pas salarié, je trouve quand même que ça me paraît vraiment être une très bonne chose pour vous parce que Marine l'a dit tout à l'heure aussi, ça vous permet aussi de vous intégrer, d'avoir des relations sociales, de ne pas rester enfermé chacun dans votre coin, dans vos habitations. Et je pense que ça va quand même être une ouverture pour vous, ce bénévolat. Ça vous permet d'établir des contacts aussi. C'est super quoi, c'est utile aussi. Voilà, j'espère que ça sera pour vous des portes qui vont sauter, quoi. Merci Marie-Jo. Alors, qui est-ce qui veut s'exprimer sur la chose encore? J'ai lui le même problème avec lui. Dans quel domaine est-ce que vous recherchez? Avant, au Niger, je travaille à un ministère de l'environnement, ministère de l'environnement, adjointe administrative. Ici, je suis réceptionniste de hôtellerie, adjointe administrative, assistante de direction, oui, c'est difficile pour trouver un travail ici. Je suis ici pour améliorer mon français. Ici. Eh ben, en tout cas, vous êtes bienvenue. Et alors, justement, comment ça se déroule? Je crois que je ne sais plus qui, a parlé de le fait, de faire reconnaître son diplôme lorsque vous en avez eu un, dans votre pays. En France, est-ce que c'est une chose, qui se passe, assez facilement ou bien c'est compliqué? Parce qu'on sait qu'en France, si vous n'avez pas de diplôme, c'est encore plus compliqué, pour, trouver des jobs, intéressants. Mais justement, vous qui en avez dans vos pays, est-ce que, J'ai un master. un master, d'accord. Mais, est-ce qu'il est reconnu, ici en France? Oui, je fais le compta en comptabilité. Et malgré ça reste compliqué, pour trouver, de l'emploi. Là, en l'occurrence, elle a les papiers, donc elle peut travailler. Mais là, on se confronte à une autre problématique qui est la discrimination liée aux origines. Tu vois? C'est ça aussi. Bah, c'est pas que le faciès, c'est aussi la culture, c'est plein de choses qui font qu'il y a des freins. Et ça, il y a des études aussi qui ont été faites, notamment, il y a des études qui ont été faites par la mairie de Rouen avec un cabinet pour voir s'il y avait des discriminations dans les entreprises de la métropole rouennaise en fonction du prénom, nom et de l'adresse. Et il s'est avéré que, bah oui, que du coup, c'était quand même assez fort et que du coup, la mairie s'empare du sujet pour essayer de faire un peu changer les choses. Mais c'est vrai que c'est une grosse difficulté aussi, quoi. Parce que oui, des fois, on peut être régularisé et après être dans un nouveau parcours d'attente parce que finalement, personne nous prend pour un travail. Et donc, c'est aussi d'autres difficultés au niveau psychologique qui viennent peser. Mais d'où l'importance, comme dit Marie-Jo aussi, d'essayer de continuer à voir du monde, à aller voir des groupes. Parce que peut-être à un moment donné, il y a des gens, ils vont avoir des contacts, ils vont dire, bah, tiens, telle personne a besoin, je vous mets en lien, tout ça. Parce qu'il y a aussi ça qui se fait, enfin, ça se fait aussi comme ça dans la société. Des fois, il faut postuler, mais il y a aussi des fois le réseau. Ah bah, j'ai un ami restaurateur, il cherche quelqu'un. Bah, attends, je vais te présenter. Voilà, le bouche à oreille. Est-ce que, bah, justement, Ninja, Stéphane, Marie-Yvonne, Marianne voulaient réagir à quelque chose? Oui, pour le mot de la fin, parce qu'on arrive déjà quasiment, à la fin de l'émission. Alors, est-ce que, il y a une personne qui saurait, répondre à la question de Stéphane? Allez-y, jeune! La durée de la demande d'asile, elle ne dépend pas du pays d'où l'on vient, si ce n'est peut-être dans les procédures, il y a des pays qui sont jugés sûrs, définis comme sûrs. Et donc là, la procédure de la demande d'asile est un peu différente. Elle est un peu plus rapide, plus raccourcie. Mais en fait, quand on dépose sa demande d'asile, on est reçu sur les motifs qui nous concernent. Donc en fait, peu importe d'où l'on vient, on est reçu parce qu'on est menacé dans notre pays. Mais alors donc, suivant la situation du pays, il y a quand même, des pays où est-ce que enfin, ceux qui sont entre guillemets «dits moins sûrs», bah, du coup, ça prend quand même plus de temps, dans les faits. Non, pas nécessairement. Il y a pas de règle. C'est très, très compliqué de définir une règle de temporalité. Tout dépend de l'entretien, tout dépend des motifs de la personne, tout dépend aussi du dossier, des preuves, des vérifications. Il y a pas de on n'observe pas une tendance ou quelque chose. Oui, il y a une moyenne qui est faite de la durée de la demande d'asile Est-ce qu'on peut l'avoir? qui tend à se raccourcir de plus en plus, hein. Aujourd'hui,
Je pourrais pas dire exactement, mais elle tend à se raccourcir de plus en plus. Après, il y a pas de règles particulières sur, les pays ou non, pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que lors du passage à l'OFPRA, selon les origines des personnes, il y a quand même des recherches qui sont faites sur les pays. C'est-à-dire que les agents de l'OFPRA, en fait, ont des connaissances sur les pays et il y a vraiment des enquêtes, des recherches qui sont faites sur, les motifs qui sont avancés, sur les lieux, sur les événements qui ont eu lieu dans le pays aussi, par exemple pour des motifs politiques. Voilà, il y a des renseignements très précis qui sont donnés. On attend vraiment une grande précision de la part des personnes et voilà. Eh ben, merci de ces précisions, Jeanne. Tac, tac. Oh, 15h30, précision extraordinaire. Malheureusement, c'est la fin de nos échanges. En tout cas, on a été ravis d'être avec vous durant cette émission La parole aux habitants. Eh ouais, c'est passé vite, hein, 15h30 déjà. Eh ben, les habitants du monde entier, vous voyez, ils sont là devant nos yeux, vous-même, et aussi tous ceux qui sont là autour de la table Marianne. On vous remercie beaucoup pour ces échanges précieux. Bien évidemment, j'espère qu'on aura l'occasion aussi de rééchanger, hein, puisqu'on avait émis d'autres thèmes inhérents justement à ce statut. Ce serait super intéressant, je trouve, qu'on puisse se retrouver la prochaine fois, pourquoi pas, ici même ou bien dans un autre endroit, pour continuer à discuter, pour continuer à nouer des liens aussi. Continuer à se comprendre et puis à échanger et puis pourquoi pas trouver éventuellement des solutions, hein, peut-être un de ces jours ou pas. En tout cas, merci beaucoup à vous, merci d'avoir puis surtout d'avoir parlé parce que du coup ça on apprend beaucoup de choses sur ce statut-là, mieux qu'à la télé. Merci beaucoup à vous, à très bientôt. Ça papote au Café des Cultures, enregistré au centre Louis Jouvet dans le quartier des Sapins à Rouen, avec la participation des habitants des Hauts-de-Rouen.